Bonjour à tous, chers amis, vous êtes dans l'émission Putsch Live produite par Putsch Media. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Je le répète tout le temps, vous êtes plus de 115 000 sur la chaîne YouTube à nous suivre. Merci beaucoup pour cette incroyable fidélité. N'en déplaise aux fact-checkers, aux débunkers et autres consortiums intellectuels de bas étage. Et aujourd'hui, je reçois, bien entendu, je suis très heureux de recevoir Ariane Bioran. Bonjour Ariane, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Je vais très bien. C'est avec grand plaisir. On va parler du totalitarisme aujourd'hui. C'est un terme que nous commençons à bien connaître et que les Français, enfin pour celles et ceux qui s'en rendent compte depuis 2 ans, on est en train de rentrer sous la coupe et passer sous les fourches codines de quelque chose qui est assez inquiétant et qui continue aujourd'hui. Alors pour info, cette émission a été enregistrée puisque Ariane, vous êtes au fin fond de l'Amérique du Sud et que pour des problèmes de décalage horaire et tout, cette émission a été enregistrée quelques heures avant sa diffusion. En tout cas, merci beaucoup parce que je sais que beaucoup de gens posent des questions en live et que cette fois-ci, l'émission est enregistrée et je le dis immédiatement, comme ça, on évite la confusion. Ariane, merci beaucoup. Vous écrivez beaucoup. Vous avez une bibliographie qui est absolument dantesque. Je suis même pas arrivé à la fin pour vous dire, même de la liste, pas de la lecture, mais de la liste. Donc, je vous présente pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, et tant mieux, comme ça permettra peut-être d'enrichir, chers amis, vos lectures. Vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure Ulm, consultante, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, auteur, extrêmement intéressant, spécialiste de l'étude des manipulations, de la perversion, de la paranoïa, du harcèlement. Et vous avez, je le disais en introduction, publié beaucoup d'ouvrages, mais on vous reçoit pour un livre en particulier aujourd'hui. Bien entendu, c'est le fameux débat interdit. C'est le mot qui nous revient, nous, en permanence, de débat interdit. Vous savez, vous êtes sur la chaîne du débat. Putsch, c'est le média du débat. Alors, vous l'avez écrit avec Vincent Pavant et préfacé par Louis Fouché, bien entendu, aux éditions Guy Trédaniel. Ariane, on va parler... Et Jean-Dominique Michel aussi. Voilà, Jean-Dominique Michel, je ne voulais pas... Jean-Dominique Michel a fait la préface. Ouais. Voilà, oui, effectivement, vous avez raison, il y a 2 préfaces dedans. Il ne faut oublier personne, surtout pas les gens qui ont collaboré à cet excellent ouvrage. Ariane, une première question, parce que vous savez, j'aime bien revenir à la racine des mots. Concrètement, comment définit-on le totalitarisme ? Alors, il y a plusieurs écoles philosophiques, mais on va dire que le terme totalitarisme a été extrêmement fouillé par la grande philosophe Hannah Arendt. Et tout simplement, elle va le définir comme la domination totale sur les individus. Donc, totalitarisme, c'est la domination totale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une domination sur la vie publique, la vie privée, les loisirs, toute forme d'activité ou de rassemblement, mais également sur la vie intime des gens. Et c'est ce qui en fait la spécificité par rapport à d'autres formes de régimes comme la tyrannie ou le despotisme. C'est vraiment cette recherche de domination sur la vie intime des gens qui est à distinguer du privé. Le privé, c'est ce qu'on partage en privé, mais la vie intime, c'est vraiment ce que nous avons au cœur de nous, avec nos états d'âme. Et la problématique de la philosophie politique, c'est que c'est précisément dans la vie intime que se situe le rapport à la liberté du sujet. Donc, c'est une domination totale qui vise à abolir toutes les libertés. D'accord, effectivement. Et d'ailleurs, il y a un film auquel vous me faites penser en parlant de ça, c'est le fameux film La vie des autres sous la Stasi, notamment un très très bon film que j'invite que vraiment allez voir. Vous verrez le totalitarisme au sein même du foyer, au sein même des couples, au sein même des amis, au sein même des relations professionnelles. Là, vous étiez envoyé, bien entendu, en déportation sous la Stasi, à casser des pierres sur l'île de Sakhaline. Donc, mais on va voir en quel moment, aujourd'hui, à quel niveau on est arrivé finalement de ça. Et bien sûr, l'idée générale, une de vos idées générales, il y en a plusieurs, c'est que le totalitarisme s'accompagne, bien entendu, d'une idéologie. Alors, comment se fait cette passerelle entre totalitarisme et idéologie, Ariane ? En réalité, il ne peut pas fonctionner sans idéologie. Donc, moi, j'essaye de simplifier et d'avoir une certaine pédagogie pour expliquer aux gens des notions complexes. Donc, une idéologie, c'est un discours, c'est une croyance qu'on va présenter comme une certitude, donc qui est comme un point que personne ne peut contester. Et à partir de là, on va dérouler des actions, et on va essayer d'endoctriner les gens dans ce discours dogmatique, cette certitude que personne ne peut contester. Et le totalitarisme ne fonctionne qu'à l'idéologie.
C'est-à-dire qu'en fait, Hannah Arendt dit bien, il faut même qu'il y ait toujours une idéologie en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut, c'est comme dans une secte, il y a un discours que personne ne peut contester, un dogme, et il faut que tout le monde rentre dans la croyance de ce dogme. Et si jamais il y a des individus réfractaires, parce qu'on a parlé de travailleurs réfractaires, à rentrer dans ce dogme, effectivement, ils doivent être désignés comme coupables et surtout désignés à la vindicte de l'ensemble de la population. Et le totalitarisme ne fonctionne qu'à ça, en fait. Il a besoin de ça, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un endoctrinement des masses. Encore une fois, ce dont n'a pas nécessairement besoin une tyrannie traditionnelle. Oui, effectivement, et on va en revenir à ça parce que c'est très important finalement ce mécanisme du totalitarisme, parce qu'on en parlera et vous nous en parlerez, comment à un moment donné aussi un pouvoir en place s'arroge le droit de manipuler une partie de la population contre l'autre, parce que c'est aussi ça un des aspects du totalitarisme, c'est de pouvoir avoir des gens sur qui compter, ce qu'on appelait les gardes rouges ou les miliciens politiques ou les citoyens politiques qui se trouvaient notamment sous Staline, qui étaient concierges pour la plupart à l'entrée des immeubles pour aller dénoncer ça et là les entraves aux petits pères des peuples qui étaient Staline et d'autres. On va parler de langue aussi, parce que vous dites que dans ce livre-là, bien entendu, le débat interdit, écrit avec Vincent Pavant, je vous invite à lire. Ariane Billeran, aujourd'hui, est invitée pour parler de ça. La langue comme patrimoine, mais surtout la langue comme corruption. Et j'ai envie de dire aussi la langue comme outil de propagande. Comment ça se passe, Ariane, cette façon d'utiliser la langue dans cette corruption? Pour entraîner les gens dans de l'idéologie, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est cette croyance qui est présentée comme une certitude? Elle est fausse. Elle est fausse pourquoi? Elle est fausse notamment parce qu'elle est fausse sur un plan logique. Elle est même irrationnelle, et on a vu le nombre de paradoxes qu'on nous a vendus. Et elle est fausse du point de vue de ce qu'on appelle les premiers principes. C'est-à-dire que pour poser un raisonnement, il faut d'abord, et c'est là que Vincent Pavant a excellé dans la démonstration des premiers principes de tout ce que nous avons vécu depuis le premier trimestre 2020, il faut d'abord poser des hypothèses. Mais si les hypothèses sont fausses, tout le raisonnement que vous allez dérouler derrière est faux. Et c'est pour ça que j'ai compris que Vincent avait les clés de cette affaire. Et c'est pour ça que je suis allée chercher Vincent en lui disant il faut qu'on écrive là-dessus, parce qu'il faut écrire sur ces deux plans, c'est-à-dire la corruption des hypothèses de base qui ont créé le discours des confinements, de la santé pour tous, le bien commun, enfin tout ça qu'on a vu, et de la ségrégation des citoyens, etc. Les hypothèses de base sont des fraudes mathématiques et épidémiologiques. Et ça, Vincent l'a magistralement démontré. Ça, c'est la première partie de l'ouvrage. Et le deuxième point, c'est que le déroulement même du raisonnement est faux. Et là, je suis allée chercher du raisonnement politique, médiatique, puisque relayé aussi notamment par les médias. Et on va en parler, les médias, après, hein, bien sûr. Alors là, je suis allée chercher les travaux de Klemperer, c'est-à-dire l'universitaire, philologue juif qui avait travaillé sur la langue nazie, pour démontrer notamment qu'il s'agissait d'un trafic de la langue pour, à la fin, nous mener dans un univers, et ça tout le monde va le comprendre, qui est 1984, c'est-à-dire où le ministère de l'Amour est un ministère entouré de barbelés où personne ne peut rentrer, enfin voilà, où la guerre c'est la paix, etc. C'est-à-dire on fait dire aux mots l'inverse. On empoisonne en fait la langue petit à petit. Alors on l'empoisonne par différents mécanismes que j'ai essayé de faire ressortir dans l'ouvrage, dont notamment l'emploi, ça aussi tout le monde peut le constater, de nouveaux mots que personne ne maîtrise. Donc tout le monde va y mettre son petit truc dedans, hein, puisque on a un vocabulaire de l'infectiologie qui débarque, dont personnellement, et je ne suis pas la seule, on ne comprend rien à ce vocabulaire, donc tout le monde devient pseudo-scientifique, pseudo-médecin, etc. Et puis on va empoisonner la langue, notamment par une technique qui est très très connue en psychologie, c'est le maniement des paradoxes. C'est-à-dire vous accolez deux termes qui ne peuvent pas aller ensemble. Malade asymptomatique. Là, votre cerveau, il bug, en fait. Et donc, le fait qu'il bug, qu'il soit sidéré, enlève de l'esprit critique aux gens, les met dans une position de suspendu sur le plan intellectuel, sur le plan de la raison, et les empêche, du coup,
de continuer à interroger ce discours. C'est comme s'ils étaient restés en chemin parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il y a deux routes contradictoires et ils ne comprennent pas. Et donc, c'est extrêmement connu, c'est un mécanisme pervers, l'utilisation des paradoxes, ou dire une chose, faire le contraire. On a vu l'exemple pour les masques en France, hein, un coup ça marche pas, enfin, etc. Avoir un maniement à l'absurde aussi, hein, c'est très important pour empêcher les gens d'accéder au raisonnement. Donc à la fin, Mais Ariane, je me permets de vous couper. Vous pensez que ça résulte de quoi? De l'incompétence ou alors carrément de l'intention délibérée de nuire à la compréhension de chacun pour essayer de se faire son idée sur la situation? Dans la mesure où on a eu des cabinets d'influenceurs sur le monde entier, je pense que ça relève d'une intention. Voilà, donc d'une intention, et on le voit très bien. On a vu une interview chez Kairos avec Vincent, et il y avait donc Alexandre Pénas nous avait parlé d'un consortium de psy qui assumait le fait de vouloir modifier les comportements des gens pour qu'ils ils correspondent au discours gouvernemental. Donc on a clairement une intention de communication dans ce sens. Oui, pour vous, donc, c'était fait délibérément. Notamment, vous l'avez dit, parce que McKinsey, pour ne pas les nommer, pour ne pas les citer, c'est eux qui ont géré les campagnes sanitaires à peu près sur tous les pays, hein, concrètement. Et on a vu que c'était à peu près les mêmes dogmes qui ont été répétés et les mêmes décisions, les mêmes situations qui ont été adaptées à peu près tous les territoires d'une société occidentale censée être à la pointe de la technologie et de la connaissance. Donc ça aussi, je pense que c'est très intéressant de se rendre compte de ça. Donc oui, donc vous, il y a cette histoire de langage finalement qui a été mis en place aussi pour faire bugger les gens, du moins dans la non-réflexion. C'était pourquoi finalement? C'était pour les empêcher de réfléchir et d'être perturbés, confus. C'est vraiment la novlangue chez Orwell, c'est-à-dire qu'il s'agit d'entraîner. À partir du moment où on casse la référence à notre langue, c'est-à-dire notre référence en vocabulaire, en raisonnement, que nous sommes envahis de slogans qui sont des espèces de mantras que nous devons répéter toute la journée, et quand en outre on manipule nos émotions, parce qu'on peut quand même voir qu'à travers ces discours, les émotions de la population étaient manipulées. Hein, le psychiatre américain Mark McDonald parle de pandémie de peur, donc la terreur a été manipulée chez les citoyens. Des gouvernements responsables essayent de ne pas provoquer la panique normalement chez les citoyens. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a la culpabilité qui a été manipulée, puisque les enfants étaient coupables de tuer leurs grands-parents, etc. Donc, on voit bien qu'il y a toutes des stratégies de manipulation, et nous avions fait une émission avec Pierrick Thévenon et plusieurs psys sur ça, qui était une très longue émission, où nous avons expliqué en fait toutes ces stratégies de manipulation que nous connaissons, nous les psys, normalement, donc que ce soit en psychologie sociale ou en psychologie clinique et en psychopathologie. Et donc, quand on identifie tous ces mécanismes, au bout d'un moment, on ne peut pas se dire que c'est de la pure ignorance. Alors, certainement que des journalistes, eux, récupèrent et répètent et imitent et ne réfléchissent pas. Ça, c'est évident. Mais je dirais, en haut lieu, l'impulsion de toutes ce trafic du langage. Il y a aussi une autre chose très importante et qu'avait repéré Klemperer, c'est la mécanisation du vivant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle plus de sujets humains qui ont des vies concrètes sur lesquelles il y a des dommages, par exemple des confinements qui ont des dommages économiques réels, mais on va parler de cas positifs, de cas négatifs, c'est-à-dire qu'il y a une réduction, un réductionnisme de l'humain, où on va utiliser du vocabulaire de la mécanique. Hein. J'avais pris l'exemple des freins d'urgence, on met des freins d'urgence à un virus. Quand on analyse 2 minutes l'expression, on se dit qu'il y a un petit problème. C'est un vocabulaire adapté pour les voitures, mais pas adapté pour le vent et encore moins pour la vie réelle concrète des êtres humains. Ça voudrait dire pour vous, quelque part, qu'il y a une volonté délibérée, manifeste, de déshumaniser aussi l'individu dans le choix des mots, dans le choix du traitement des mots? Tout à fait, et je pense que de la même façon, cette volonté n'est pas nouvelle, elle est là depuis des décennies, on le voit très bien dans les managements d'entreprise, etc. Ce sont des méthodes similaires qui sont employées. Et dans le même temps, le résultat est immédiat, c'est-à-dire que les actes sur les personnes
les actes commis sur les personnes, le traitement réservé par exemple aux soignants, que d'un coup on applaudit et puis ensuite qu'on laisse, parce qu'ils refusent de souscrire à un faux choix, qu'on laisse dans un état, même le terme suspendu est très problématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce sont des gens qui sont laissés sans ressources, ne pouvant plus exercer leur travail, donc ce terme est aussi extrêmement problématique. Donc il y a des discours que nous employons, des conséquences dans les actes et dans le traitement que réserve une partie de la population qui est encouragée à une autre partie de la population. On a vu aussi, c'est une différence de traitement, c'est quand même assez nouveau. Alors, ce n'est pas nouveau dans l'histoire, mais c'est assez nouveau pour la France, par exemple, qu'on se permette d'emmerder une partie des Français, un président, qu'on se permette de faire de la stigmatisation entre des bons citoyens obéissants et des mauvais citoyens qui seraient réfractaires, récalcitrants, et même qui, dans certains discours, ont été assimilés à des gens dangereux, voire terroristes, voire sectaires, etc. Et depuis quand poser des questions est-ce sectaire? C'est ne pas en poser ou rester dans un dogme qui l'est. Et on voit bien qu'il y a toute cette dérive qui est en place. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que je vous remercie, Ariane Biran, d'être là ce soir sur Putsch Live. Cette question, vous parlez des soignants suspendus, et je voulais vous poser la question, donc vous me tendez la perche, donc je vous la pose. Finalement, philosophiquement, ça nous dit quoi d'un pays comme la France de suspendre des soignants, sachant que je crois qu'on est un des derniers pays aujourd'hui avec un gouvernement qui se borne, qui se bute à ne pas vouloir réintégrer les soignants, sans parler de l'effondrement de l'hôpital public, sans parler de ce qui est en train de se passer, et sans parler qu'aujourd'hui, on peut vraiment, je suis désolé, crever aux urgences dans ce pays. Ça dit, je vais reprendre une formule d'Agamben, du philosophe italien, ça dit que nous avons une éclipse du droit. Ça veut dire que le droit ne fonctionne plus, en fait, en réalité en France, puisque le droit, l'essence du droit, notamment du droit pénal, c'est de protéger l'intégrité des citoyens. Or là, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'intégrité de certains citoyens ne sont plus protégés, mais bientôt c'est celle de tous, parce qu'on voit bien que le refus de soins, qui a été un argument contre certaines personnes, finalement devient une réalité pour tous, vu l'état de délabrement dans lequel on laisse la santé publique. Donc, c'est tout le monde qui finit par en pâtir, parce que ce qu'on consent à faire à autrui, et bien évidemment, au bout d'un moment, on va le consentir aussi pour soi-même. Oui, effectivement. Et là-dessus, je voudrais qu'on en parle, parce que c'est quand même des marqueurs d'un effondrement et d'une façon de se buter pour ce gouvernement qui pose quand même de sacrées questions, surtout quand aujourd'hui, je vais prendre pour exemple, vous avez un ministre de la Santé, François Braun, qui dit aux parents notamment de ne pas aller aux urgences pour des bronchiolites pour éviter de submerger les urgences. Enfin, on est quand même dans un grand délire. Et on va en continuer à en parler. Merci beaucoup, Ariane Biran, d'être après-midi et ce soir avec nous pour ce livre-là, Le débat interdit, langage, Covid et totalitarisme aux éditions Guy Trédaniel. Vous-même, Vincent Pavant, il y a Louis Fouché qui préface et Jean-Dominique Michel, pour ne pas l'oublier, bien entendu, c'est bien normal. Une question, on va rentrer dans le vif du sujet. On était déjà dans le vif du sujet, mais maintenant, je voudrais qu'on y rentre de plein pied concrètement. La question, très large, bien entendu, comment ce totalitarisme, que je nomme contemporain, agit-il sur les masses et surtout, que cherche-t-il comme objectif? C'est ça qui m'intéresse vraiment. Que cherche-t-il comme objectif? Soumettre délibérément, c'est le titre de l'émission, des populations entières et endoctriner? Alors, je crois que le programme, on nous le déroule. C'est-à-dire que le programme, il est assez clair, que ce soit de la part de Klaus Schwab ou de la part de théoriciens comme Harari. Il y a une conception de l'être humain qui est en réalité pire qu'une conception traditionnelle du capitalisme sauvage. C'est-à-dire que c'est un être humain devenu inutile, voire coupable de vivre, de dépenser l'énergie, de respirer, voilà. Donc, il y a une conception à la racine mathématique au sens non noble du terme, c'est-à-dire
comme une unité, nous serions des chiffres à éliminer parce que d'une façon ou d'une autre, nous ne comptons plus dans notre dimension individuelle, etc. Donc il y a une gestion comptable en fait de toute cette affaire. On l'a vu, on n'a pas arrêté de le voir d'ailleurs dans les médias, cette gestion comptable. Donc je crois que le projet, en tout cas dit transhumaniste, car en fait c'est une usurpation du terme, hein, transhumanisme, on doit la notion à Dante qui en fait à la fin du paradis considère qu'il faut devenir plus humain que humain. Donc là c'est l'inverse, un transhumanisme c'est en fait, pour reprendre un terme de Tristan Edelman, c'est un post-humanisme, c'est-à-dire que nous sommes après l'humanisme, c'est-à-dire qu'on se débarrasse je vais reprendre une expression de Kessler, du bordel à émotion métaphysique qu'est l'humanité. Ouais. Voilà. Et donc, on ne veut plus d'émotions métaphysiques. Enfin, voilà, on ne veut plus s'embarrasser de tout ça. Donc, ça donne derrière une gestion de la masse. Alors, Hannah Arendt disait que plus on va avoir un pouvoir va devoir, entre guillemets, gérer une grande partie de population, plus il va devenir totalitaire. Alors, on peut quand même souligner ce caractère un petit peu mondial. Effectivement, si on ambitionne de diriger une population mondiale, quelque part, on est enclin à devenir totalitaire. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et donc, le totalitarisme ne peut pas fonctionner sans une certaine communication. Et je crois que ce qu'on a évidemment de très nouveau, ce sont ces masses médias qui font qu'on n'a plus besoin de faire des grandes mises en scène à la Riefenstahl, etc. On est déjà dans la mise en scène permanente au travers des masses médias et de cette répétition permanente qui arrive au travers de la télévision, même des écrans en général. Ça, c'est intéressant, cette histoire, parce que je me souviens, il y a encore quelques mois, quelques mois en arrière, quand on parlait de Klaus Schwab ou du Forum de Davos, quand on parlait de la gouvernance mondiale, qu'on parlait d'Harari ou d'autres, effectivement, tous les mots les pires étaient utilisés, complotisme, conspirationnisme. Finalement, on se rend compte que, notamment Klaus Schwab, pour s'intéresser à ce qu'il fait, il prend la parole gentiment au G20 comme un vrai chef d'État, devant un parterre béat de chefs d'État ou des grandes puissances de ce monde, et on se rend compte, finalement, rien n'est caché, tout est là sous nos yeux, et pourtant, les gens qui s'amusent ou qui se sont amusés il y a quelques mois en arrière à dénoncer ce qu'on appelle le grand reset, on verra ou pas, étaient traités de complotistes, conspirationnistes. Finalement, on a l'impression que les complotistes d'aujourd'hui étaient les visionnaires d'il y a 6 mois ou un an en arrière, tout de même, parce que tout se voit aujourd'hui, me semble-t-il. Oui, après, on peut faire un tout petit arrêt sur ce terme complotiste, parce que, en fait, Klemperer donc, disait qu'à partir du moment où nous adoptons la langue du colonisateur, nous sommes colonisés. C'est-à-dire qu'il y a des mots, et effectivement, à la fin, ça fait qu'un résistant, on va l'appeler un terroriste. Donc, le terme complotiste ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est vraiment très important de souligner qu'il comporte le paradoxe en lui-même, parce que soit ce sont des gens qui dénoncent des complots, et ces complots sont vrais. Donc, qui a dénoncé des vrais complots depuis la nuit des temps? Des résistants et des philosophes. Et des journalistes aussi, Ariane. Des journalistes d'investigation. Absolument. L'affaire McKinsey qui pend au nez à la barbe de Macron, si les journalistes qui ont sorti ça sont des complotistes, il n'y aura plus jamais de journalistes d'investigation, me semble-t-il. Hein. Voilà, donc donc on enlève le critère vrai-faux, qui est quand même le critère de la pensée, de la logique. Soit ce sont des fous furieux qui inventent des complots partout, dans ce cas-là, ce sont des fous et paranoïaques. Et puis c'est tout. Donc on n'a pas besoin de ce terme. Et ce terme est un mot valise pour simplement calomnier des gens et empêcher une liberté d'expression et d'interrogation sur ce qui peut se passer. Or, c'est fondamental que nous soyons en débat, pas en polémique. La polémique, c'est la guerre permanente et personne ne s'écoute. Non, en débat. C'est-à-dire que nous, avec Vincent Pavon, nous cherchons à débattre des choses, à argumenter, à être sur un terrain rationnel. Et on ne trouve pas, en fait. On ne trouve pas cette possibilité, sauf chez des gens, finalement, qui se posent déjà des questions. Oui, mais vous, en tant que chercheuse intellectuelle, on va le dire très clairement, finalement, comment vous vivez personnellement cette mise à l'écart, ces accusations, même si vous déplorez ce terme de conspirationnisme, de complotisme, finalement, comment on en est arrivé là aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les gens qui posent des questions
sont la lie de l'humanité et de l'intellectualisme et de la populace, pour parler comme ça, pour parler trivialement? Oui. Alors, d'une part, je sais que ça fait partie du jeu et ça fait des années que je le vis depuis avoir mis mon nez dans les textes de l'OMS sur les droits sexuels des enfants. Important, ça aussi, d'aller lire ces textes-là. Ce que personnellement, je ne vis pas très bien, mais je ne le vis pas très bien sur un plan intellectuel. C'est vraiment la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que on va être accusé de tout et n'importe quoi, assimilé. Donc, alors moi, forcément, je suis extrême droite, etc. C'est vraiment, alors que tout notre discours avec Vincent est un discours d'ouverture, est un discours de retrouvons-nous, retrouvons de la concorde, essayons de débattre tous ensemble, retrouvons l'esprit critique, discutons. Donc, ça ne me semble pas être une démarche de stigmatisation et de fermeture et d'antisémitisme, surtout quand j'interviewe Vera Sharav pour la faire connaître en France. Et je crois que dans le débat interdit, c'est au contraire une sorte d'alarme que nous poussons. Donc, c'est cette malhonnêteté intellectuelle, c'est la malhonnêteté intellectuelle que personnellement, me rebute et me défrise. Et du coup, cette malhonnêteté intellectuelle rencontre une paresse intellectuelle chez des gens. Donc, ce sont deux facteurs, c'est-à-dire une paresse intellectuelle où les gens, effectivement, vont aller croire des discours qui sont des discours de calomnie, d'assimilation. On va dire, bah oui, elle est référencée ici ou là, mais nous ne sommes pas responsables de là où nous sommes référencés, je veux dire, à un moment donné, nous récupère, voilà. Donc, je crois qu'il faut revenir et inciter les gens à faire l'effort de comprendre ce dans quoi ils sont et à faire l'effort d'aller lire réellement ce que disent les gens plutôt que de se contenter de calomnies ou de on dit que, et qui en fait font le jeu de tout ce pouvoir, bien évidemment, qui a tous les moyens, contrairement à nous, nous faisons tout avec notre petite main. Je veux dire, on a organisé des colloques en septembre, c'est totalement artisanal, on se retrouve à faire, nous, des vidéos la nuit, enfin, je veux dire, on est dans quelque chose, on n'a pas de moyens, on est dans quelque chose de totalement artisanal, et en face, il y a des officines qui sont vraiment là pour nous détruire notre réputation. Et oui, Ariane, vous parlez d'officine, effectivement, vous aussi. Je sais que c'est ce que dénonce aussi Idriss Aberkan depuis un certain temps, mais là, depuis 10 jours, sur l'affaire qu'il a sortie, dont il s'est exprimé largement là-dessus. Pour vous, il y a vraiment des officines qui, aujourd'hui, sont là, privées, pour décrédibiliser, pour délégitimer, pour calomnier, finalement, pour injurier des gens qui sortiraient, bien entendu, de cette doxa dans laquelle on ne peut absolument pas sortir, on ne peut pas se désincarcérer, au risque finalement d'avoir une fin de vie intellectuelle et culturelle irrémédiable. Oui, absolument, mais de toute façon, il y a des mots d'ordre qui sont donnés, et ça m'a été confirmé, des mots d'ordre qui sont donnés. Donc je remercie encore une fois Très Daniel d'avoir eu le courage de nous publier, parce que, par exemple, il y a plein de gens qui m'ont témoigné dans le milieu de l'édition, on est d'accord avec vous, mais on ne peut pas vous publier, donc c'est bien des mots d'ordre qui sont donnés. Et quand on subit effectivement des attaques en règle nominative ou c'est un concentré de mauvaise foi et c'est un concentré de malhonnêteté intellectuelle, qu'on n'a pas de droit de réponse et qu'on continue et que même nous n'arrivons pas à identifier qui sont les personnes, nous n'arrivons pas à avoir des adresses postales pour essayer etc. Donc tout ceci démontre quand même quelque chose de gens qui ont le temps, et qui s'acharnent effectivement sur certains profils qui commencent à déranger ou qui commencent à et qui prétendent rééduquer intellectuellement, donc ça c'est Mao, la rééducation de la pensée, rééduquer intellectuellement la population en leur expliquant qui ils ont le droit de suivre et de ne pas suivre, et ce qu'ils ont le droit de penser et de ne pas penser. Donc effectivement, il faut absolument que des profils dérangeants qui posent des questions soient assimilés à quelque chose d'absolument atroce et insoutenable. Et donc, en général, on va sortir les accusations d'antisémitisme, d'extrême droite, etc., qui, en me concernant, n'ont ni queue ni tête. Et on va clôturer le débat de cette façon, et de sorte que les personnes hésitent également parce qu'elles savent qu'elles vont contacter quelqu'un à la réputation sulfureuse et que ça pourrait leur nuire.
parce qu'il y a aussi des nuisances par voie de conséquence. Donc, on est vraiment dans un régime qui pratique la censure, qui pratique l'ostracisme, qui s'assoit complètement sur la liberté d'expression et qui désigne ses ennemis. Alors, vous savez, on a été traité de conspirationniste par Libération le week-end dernier et de complotiste, c'était encore moins fleuri par Conspiracy Watch. Donc, vous savez, nous, on a aussi notre petite étiquette d'ailleurs. Donc, vous savez, ça ne me fait absolument rien. Mais pour en revenir sur le sujet qui est passionnant, finalement, Ariane, est-ce que vous ne pensez pas aussi que dans cette façon d'ostraciser des voix discordantes, on parle du totalitarisme, bien entendu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part d'une régression intellectuelle, une régression culturelle aussi d'une partie de nos élites ou d'une partie des gens qui sont là pour modeler l'opinion ou à l'époque l'éclairer? Est-ce qu'il n'y a pas cette forme aussi de régression intellectuelle et culturelle de la fainéantise? Oui, mais une véritable régression. Ça, je pense que c'est très juste pour beaucoup on va dire, de sections intermédiaires. Hannah Arendt disait que plus on monte dans le pouvoir, plus il y a du cynisme. Mais entre les deux, il y a plein de sections intermédiaires. Si on parle des journalistes, je pense aussi qu'il y a des formats. C'est-à-dire que si on a des émissions très courtes, on n'écoute pas les gens et les gens peuvent s'exprimer que 5 minutes avant d'être interrompus et on fait du spectacle et du divertissement, et bien évidemment, on est en train d'appauvrir intellectuellement le débat et on empêche toute élaboration de la réflexion. Donc, il y a aussi des formats qui nourrissent ça. C'est le format de l'instantané, de l'immédiat, et la réflexion, elle ne peut pas être dans ce format-là. Oui, ça paraît extrêmement compliqué, effectivement. Et on va reparler des médias, de leur rôle dans cette crise sanitaire, mais pas que dans cette crise sanitaire, parce que l'on voit qu'avec le permis carbone qu'ils sont en train de nous mettre, les médias sont aussi là. D'ailleurs, on a vu une chaîne info, BFM pour pas la noter, qui a fait une espèce d'émission d'anticipation qui était tout simplement ni plus ni moins de la propagande. Voilà, on a déjà parlé dans Putsch et à droite à gauche. Et une question, alors vraiment, je voudrais qu'on revienne sur la théorie d'ailleurs. On reçoit David Engels assez régulièrement, qui est un historien, un philosophe, qui lui aussi est traité de tous les noms, mais peu importe. Et David Engels avait fait paraître un papier dans Putsch qui va forcément vous intéresser, une tribune, et il disait que le système totalitaire devait s'appuyer sur une partie de la population pour corrompre l'autre partie de la population, ou du moins pour la soumettre. Donc finalement, le totalitarisme de ce pouvoir qui est aujourd'hui en place sur la crise sanitaire, et ça va être la crise énergétique, ça va être sur tout, à peu près tout, finalement, il a quand même besoin d'une partie de la population, Ariane, parce que s'il y a 3 millions de Français qui courbent les chines, le pass sanitaire, le pass vaccinal et toute autre petite saveur totalitaire, il les aurait remballés en moins d'une semaine. Mais parce qu'à un moment donné, il y a aussi une partie de la population qui accepte ça et qui se fond là-dedans. Absolument. Je l'ai détaillé dans les chroniques du totalitarisme 2021, dans mon livre. C'est que, en fait, le totalitarisme, c'est la rencontre entre, effectivement, un pouvoir qui a un projet totalitaire, mais ce pouvoir qu'aujourd'hui on pourrait désigner comme une plutocratie, un gouvernement de très 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 riches qui entend contrôler le monde. Je crois que c'est pas un scoop. Mais s'il ne rencontre pas une masse prise dans l'endoctrinement sectaire, dans l'idéologie, il ne se passe rien. Donc, il faut vraiment la combinaison des deux. C'est pour ça que c'est autant important de maintenir les foules. Et là, vraiment, on parle dans la psychologie des foules. Oui. Gustave Le Bon, très bon livre d'ailleurs à lire. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut maintenir les foules dans l'idéologie. Et c'est pour cela aussi qu'il faut que l'idéologie, elle soit toujours en mouvement, comme le disait Hannah Arendt. C'est-à-dire que si on met un seul discours et puis on reste toujours sur le même discours, au bout d'un moment, le cerveau, même si on a tenu des gens dans la peur, la culpabilité et tout, il reprend ses esprits puis il commence à analyser le discours. Et là, donc, il faut rajouter, toujours changer, être en mouvement, changer. Donc, ça donne de la polyidéologie tout le temps. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a bien un endroit où vous allez être attrapé, parce qu'il y a un endroit où vous avez soit une paresse intellectuelle, soit une petite blessure qui fait que vous allez être attrapé là-dedans. Et donc, il y a une sorte de proposition, un kaléidoscope d'idéologie aujourd'hui pour entraîner, toujours pareil, une partie de la population la plus grande possible dans des raisonnements qui sont faux et très décorrélés de la réalité de l'expérience. Et ça, c'est très important. Il faut que ça soit très loin de ce que nous sommes en train de vivre, en fait. Oui, parce que, ça me fait rebondir là-dessus. Donc, finalement, on a cette population, parce qu'il y a une population qui a été très, très hargneuse, pas que des journalistes, éditorialistes ou des intellectuels à la petite semaine qui ont tapé sur les Français, qui voulaient les chercher chez les flics, chez eux, pour les faire piquer.
ou ne pas leur accorder des soins d'urgence, machin, ou ne pas les soigner. Enfin, on a vu les pires horreurs. Hein. Ces gens-là qui nous avaient vendu la non-discrimination pendant 20 ans, ce sont les mêmes qui, pendant ces mois-là, ces mois d'horreur, ces mois d'opacité absolue sombre, nous ont vendu absolument le contraire, tout en aujourd'hui repartant sur leur truc antidiscriminatoire à 2 francs 6 sous. Finalement, on se retrouve aussi que là, on est en train de nous vendre le permis carbone. Toutes les chaînes info, ou du moins la plupart, et grands éditorialistes, quand je dis grand, vous mettez ça en guillemets, vous le savez, nous font maintenant le permis carbone, et vous avez les gens dans la rue, on vous leur dit, alors vous allez faire quoi pour finalement apporter votre pierre à la réduction d'énergie, et vous voyez bien que on a pratiquement le même copier-coller de réponse que ce qu'on avait sur les micro-trottoirs avec le masque, avec les lunettes et la face. Et je pense que quand je vous entends parler là-dessus, sur cette façon d'une idéologie en mouvement, j'ai quand même l'impression que maintenant, nous, on l'avait annoncé, on était très complotistes sur le permis carbone et le pass carbone. On est maintenant là-dedans, donc ils ont laissé tomber la vaccination parce que ça marche plus. Ça, clairement, ça marche plus. Et maintenant, ils sont tombés là-dedans et on repose les mêmes questions et on fait jouer la même peur, alors que là, pour le coup, les responsables, c'est toujours les mêmes. C'est l'oligarchie au pouvoir, l'élite au pouvoir. Hein, parce que personne n'a obligé Macron à fermer Fessenheim et à se fâcher avec la Russie et à fermer le projet Astrid en 2017. Voilà là-dessus, c'est cette évolution. Comment vous la voyez, vous, cette évolution, Ariane? Oui, moi je raisonne en termes de structure et de processus, donc Ouais. c'est-à-dire indépendamment des décors et des vêtements qu'on va nous montrer, donc un coup l'antiracisme, un coup le carbone, un coup le virus, un coup la guerre. En fait, derrière, la structure c'est toujours la même. C'est-à-dire, on a un grand danger qui menace l'humanité. Ce grand danger suppose des sacrifices auxquels on va obliger les citoyens. Bien sûr, ce n'est pas du tout un problème de gestion politique, jamais. Jamais. Les citoyens sont coupables et sont de mauvais citoyens s'ils n'obéissent pas, et donc ils doivent, pour être de bons citoyens, dénoncer les citoyens qui ne respectent pas les consignes données par le pouvoir à la lettre. Et ceux qui interrogent ces consignes sont également coupables de menacer la survie ou de ne pas... C'est la propagande de guerre, en fait. Et de toute façon, ça nous a été dit. C'est toujours comme ça que ça marche, la propagande de guerre. Et finalement, j'ai l'impression, en vous écoutant et même en voyant, bien entendu, en lisant ce très très bon bouquin de Bancardi et d'autres, Chronique totalitarisme, lisez-le. Vraiment, merci Ariane Mirand d'être là depuis l'Amérique du Sud, en duplex. Finalement, j'ai l'impression quand même que l'arme ultime, une des principales armes pour faire accepter ça, pour faire courber les chines à des millions de gens, c'est aussi, vous l'avez dit, vous en avez très bien parlé, c'est la culpabilité. Et j'ai l'impression qu'on a marché énormément sur la peur, très clairement, mais sur la culpabilité, énormément. C'était le deuxième effet qui se coule. Je suis trivial, mais je suis comme ça. Si certains n'ont pas peur, au moins peut-être que la culpabilité va les mettre à genoux, voire les mettre à plat ventre devant la Macronie flamboyante, ou du moins les pouvoirs en place. Il n'y a pas que Macron partout non plus. Heureusement. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a des... Et c'est toujours par ces deux émotions qu'on manipule de toute façon. La perversion manipule toujours avec ces deux émotions. La culpabilité, elle fonctionne sur notre rapport à l'empathie. Nous sommes, a priori, si nous sommes bien constitués, nous sommes empathiques. Donc nous n'avons pas envie de faire du mal aux autres. Donc même si nous ne sommes pas convaincus par le port du masque, nous allons le porter pour protéger les autres. Et donc il y a eu toute ces discours à la culpabilité qui sont extrêmement pervers parce qu'en fait, quand nous nous sentons coupables, nous nous inhibons dans l'action. Et là encore, nous sommes également coupables sur le plan énergétique. Mais est-ce qu'on peut regarder la gestion politique au niveau... C'est pas mon domaine, mais j'aimerais bien que des gens, et je suis sûre que certains le font, mais quelle est la gestion politique au niveau de l'énergie? Est-ce que réellement ce sont les 2 degrés, 3 degrés de chauffage qu'on va enlever de chez soi, etc., qui vont vraiment changer la donne? Est-ce qu'on est obligé de ne pas chauffer dans les salles de classe, c'est-à-dire de maltraiter encore une fois les enfants? Au nom de quoi justifie-t-on la maltraitance? Ça, c'est aussi très important parce que toute la dérive totalitaire, elle fonctionne sur la fin justifie les moyens, c'est-à-dire on a le droit de sacrifier des individus. La cause l'exige, on va sacrifier l'individu. Mais c'est encore de la propagande de guerre. Et la propagande de guerre, on sait très bien que derrière, en général, les intérêts des guerres sont tout à fait différents des intérêts des peuples. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr, c'est certain et c'est extrêmement intéressant là-dessus. Mais regardez, on a eu le tous vaccinés, tous protégés. Maintenant, là, on a le j'éteins, je baisse, je décale. Oui, et à chaque fois, c'est un jeu. Donc, quand la personne va le répéter, elle se l'approprie. Enfin, je veux dire, donc,
Donc, et on est encore une fois sur des rituels. Ça, c'est quand même très important, c'est-à-dire des actes qu'on demande aux gens de réaliser sans réfléchir et qui sont des rituels. Et le fait de faire réaliser des rituels aux gens les met dans un certain conditionnement. C'est pavlovien. Ouais, ça c'est pour ça qu'on va continuer à en parler. Merci beaucoup Ariane Mineral. On est toujours sur Putsch Live, produite par Putsch Media. Merci beaucoup pour cette longue conversation, notamment sur le totalitarisme. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Ariane, qu'est-ce qui vous a paru, vous, après 2 ans et demi, on va dire, de crise sanitaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais crise sanitaire, peu importe. Qu'est-ce qui vous a paru, vous, comme acceptation la plus terrible de la part des citoyens qui ont bien sûr souscrit à toutes ces injonctions contradictoires et, pour le coup, en bien des domaines totalitaires? Je crois qu'il y a beaucoup de choses inacceptables, mais ce qui, je dirais, m'a fait prendre conscience, tout particulièrement, que nous avions vraiment basculé dans quelque chose de très grave au niveau de la population, c'est le refus de soins. C'est-à-dire que des institutions, on est dans un pays où nous avons mis en place la sécurité sociale, les soins gratuits pour tous. Au départ, c'était quand même que nous avons le droit, en fait, de tous, c'est un droit fondamental d'être pris en charge au niveau de notre santé, et que des citoyens qui, par ailleurs, étaient pourtant bien constitués intellectuellement, enfin, avant ces passages à l'acte du pouvoir, en viennent à désirer que des individus crèvent, ne soient pas soignés. Mais bien sûr, il y a plein d'autres choses inacceptables. Ce qui s'est passé avec les personnes âgées dans les EHPAD. Mais je dirais, au moment où ça s'est passé, c'était un petit peu caché. Pas des soignants, mais de la population. Mais l'appel au refus de soins, moi, je l'ai entendu vraiment de citoyens, entre guillemets, normaux. Et là, je me suis dit, on a vraiment basculé dans quelque chose de très, très grave. C'est-à-dire qu'on est dans l'incitation à la haine permanente. Et c'est là que vous vous êtes dit, j'imagine, que la propagande fonctionnait à plein régime. Oui. Mais de toute façon, moi, j'ai été sidérée les premières semaines aussi. C'est pas parce qu'on a les outils pour analyser une situation qu'on ne vit pas. Bien sûr. Voilà. C'est important aussi de rappeler ça aux gens. En réalité, moi, quand j'ai commencé à repérer tous les processus qui se mettaient en place dans les entreprises quand on voulait se débarrasser de tant de pourcentage de gens sans leur faire des ruptures conventionnelles ou des licenciements en bonne et due forme, je me suis dit, là, il y a un problème quand c'est autant une accumulation parfaite, en fait. C'est là aussi qu'on voit l'intention, c'est-à-dire que ce ne sont pas quelques petites choses, on a tout le panel de ce qu'il ne faut pas faire ou de ce qu'il faut faire en termes de manipulation. Donc, si on a tout le panel... Ouais. De toute façon, Klaus Schwab le disait, d'ailleurs, il l'a dit récemment, notamment sur le fait que c'est à l'occasion de crises comme celle-ci qu'on fait accepter aux gens des choses qu'ils n'auraient pas acceptées en temps normal. Et il l'a dit très simplement. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur mon blog nicolasvidalsubstack.com. Pour le coup, je l'ai trouvé la semaine dernière et le discours est absolument effrayant. C'est-à-dire que le mec, je suis désolé, il dit clairement, il met carte sur table, il dit voilà, il y a des situations dans l'existence ou au niveau mondial, où on peut faire passer des choses, on peut obtenir le consentement des gens, alors que ça n'aurait pas été possible en temps normal. Ça fait frémir quand même ce genre de déclaration. Ça fait frémir. Alors, Arthur Koestler le dit dans un testament espagnol, il est emprisonné dans les prisons de Franco, et il dit à un moment donné que face au danger de mort, face à la mort, puisqu'il voit plein de condamnés à mort, l'être humain a des réactions stéréotypées. C'est-à-dire que finalement, nous nous désindividualisons à ce moment-là et nous devenons des êtres à réaction stéréotypée, tous la même réaction. Et donc, effectivement, les pouvoirs qui ne veulent pas le bien de la population, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lui font croire qu'elle est en danger de mort. Et c'est ce qu'on nous a fait croire. Oui, c'est comme ça qu'on l'analyse. C'est intéressant que vous puissiez porter cette analyse ici. Il y a une question aussi qui m'intéresse, forcément, parce que moi, j'ai été très surpris, je dois bien vous le dire, notamment comment vous expliquez que certains intellectuels aient soutenu
ce système totalitaire. J'en prends un seul, Michel Onfray, pass sanitaire. Il a été très dur, Michel Onfray. Lors du pass sanitaire, c'est Laurence Ferrari, il a dit qu'il ne comprenait pas les gens finalement qui n'acceptaient pas le pass sanitaire. Cette séquence est sur Putsch, elle est partout. C'est quelqu'un qui me semblait défendre les droits fondamentaux de l'individu, la souveraineté française, toutes ces choses-là qui me semblent importantes pour l'individu, l'émancipation et le bien commun et le bien-être collectif. Comment on peut expliquer que des gens comme ça, à un moment donné, aient soutenu ce que ce gouvernement a mis en place? Alors, on y a beaucoup réfléchi avec Vincent, et c'est vrai que c'est important de rappeler que ce n'est pas nouveau, puisque Hannah Arendt l'avait déjà repéré au début des années 30. En fait, la majorité des intellectuels soutenaient le nazisme, la très grande majorité. Et il y a une toute petite, infime minorité qui voyait le danger du nazisme et d'Hitler, et dont même Hannah Arendt ne faisait pas partie. Elle le reconnaît elle-même, dans le sens où elle dit qu'elle a pris conscience plus tard que de jusqu'où ça a pu aller. Quand on lui avait parlé des camps, camps d'extermination, elle ne l'avait pas cru sur le moment. Donc cette toute petite minorité d'intellectuels peut se résumer à Günther Anders, à André Suarez, à Bertolt Brecht, enfin très très peu. Et il y a dans la pensée de Günther Anders, qui va dénoncer d'ailleurs Heidegger, il va dénoncer Heidegger en disant qu'Heidegger avait des moyens intellectuels tout à fait de dénoncer ce qui se passait, ne l'a pas fait, mais qu'il y avait dans sa pensée philosophique quelque chose qui n'allait pas, que ce n'était qu'une pensée du temps et pas du mouvement. Or, quand on regarde des gens comme André Suarez, qui est un très très grand philosophe français qu'il faut absolument réhabiliter aujourd'hui, qui a écrit sur l'Europe, qui comprend qu'Hitler est un fou et que nous avons affaire à quelque chose de très grave qui va être très grave. Günther Anders nous dit que ça va nous amener à la Seconde Guerre mondiale, et il le dit au début des années 30, donc il y en a ils sont infimes, mais ces gens-là sont dans le corps, ils sont dans les émotions, ils sont dans le mouvement. Et ce que dénonce Günther Anders de Heidegger, c'est une pensée figée et statique. Et je pense que la majorité des intellectuels sont dissociés d'un rapport au corps, à la réalité de l'expérience, et restent dans les discours et aussi dans quelque chose qui est l'entre-soi parisien, pour le cas français. Donc l'entre-soi parisien, on sait qu'on a telle et telle entrée si on répond à tel et tel discours, et que sinon on va avoir les portes de ces éditeurs fermées, comme nous l'avons vécu avec Vincent. Donc voilà, donc on sait très bien aussi qu'il y a des risques sur la carrière, il y a des questions d'entre-soi. Et quand on est dans un groupe qui réfléchit ou qui pense d'une certaine façon, on est aussi influencé par le groupe, par l'imitation au groupe. C'est très compliqué d'avoir vraiment une posture philosophique au sens propre, qui est celle de la solitude, qui à un moment donné vient interroger. Donc je pense qu'il y a pour beaucoup d'intellectuels une problématique de cet ordre-là. Oui, mais c'est terrible parce que finalement aussi, il y a des gens sur qui une partie de la population comptait aussi pour ouvrir, pour agrandir le champ des possibles, nettement, et pour les réarmer. On en parlait intellectuellement, et puis on se rend compte que dans des moments de crise, là je parle de crise démocratique, je ne parle pas de crise sanitaire, mais de crise démocratique que nous sommes en train de continuer à vivre et qui est en train de s'apesantir, de s'alourdir sur nos pauvres échines. On se rend compte que certains, mais ils font plus le poids. Ils font plus le poids. Ils sont bons quand le temps est clément, quand on peut aller à la télé et, comme on dit chez moi, dans le sud profond, barachaquer. Et puis une fois que c'est là et qu'il y a un vrai risque de totalitarisme ou de fin de démocratie, ces gens-là se rangent au discours lénifiant et même effrayant, sanitaire. Donc là, il y a quand même une vraie question à se poser sur le niveau intellectuel de nos élites, et intellectuels surtout. Intellectuels qui sont là, vous l'avez dit aussi, et c'est intéressant cette vision. C'est là aussi, eux, pour, si jamais il y a effondrement, reprendre le flambeau et remettre en place une société qui tourne avec le bien commun, avec tout ce qui fait qu'un individu est heureux, émancipé pour les quelques années qu'il a à passer sur cette terre. C'est mon avis, Mathieu. Bien sûr. C'est très problématique, mais encore une fois, ce n'est pas du tout nouveau. Et Klemperer s'effrayait de la collaboration extrêmement majoritaire de l'université, qui sont aussi des institutions en réalité très soumises au pouvoir. Et quand Vincent Pavant réclame son statut d'enseignant-chercheur, ça ne lui est pas accordé. Donc on voit très bien que c'est une question politique. Alors, on parlait de Vincent Pavant qui a coécrit ce livre avec vous, bien entendu. Une dernière question là-dessus, et après on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est le totalitarisme. On verra à un moment donné quels sont aussi
Qui sont les vrais coupables du totalitarisme? Et je voudrais qu'on aborde cette question concrètement. Quel regard vous avez porté, vous portez toujours d'ailleurs, hein, pour le coup, sur les Perron, sur les Fouché, d'ailleurs, qui a préfacé votre livre, sur les Martine Vonner, sur les Didier Raoult et d'autres qui ont été suspendus. Il y a le docteur le chirurgien Loridan aussi qui passera en conseil de l'ordre très bientôt. Ces gens, on les a jetés dans la cave de la fange humaine, mais littéralement. Et ce qui me frappe, c'est que c'était des gens qui étaient respectés pour ce qu'ils étaient avant la crise sanitaire, dans leur domaine respectif. Et aujourd'hui, ils sont traités comme des charlots, comme des clowns, comme des conspirationnistes, comme des charlatans. Comment vous regardez avec votre spécificité, comment vous regardez ça? Très inquiète, bien sûr, très inquiète, parce que effectivement, encore une fois, la dérive totalitaire ne s'embarrasse pas de la réalité et de la vérité. C'est-à-dire que s'il faut réécrire un CV, elle réécrira un CV, peu importe qu'il soit vrai ou faux. Ce n'est plus la question. La question, c'est qui sert le discours sectaire dominant, qui est au service de l'idéologie ou pas. Ceux qui ne sont pas au service de l'idéologie, eh bien, on réécrira leurs opinions politiques, peu importe si ça soit vrai ou pas. On réécrira leurs compétences, on réécrira leur CV, on réécrira leurs articles scientifiques. Enfin, je veux dire, on n'est plus du tout à ça près dans le mensonge. C'est le règne du mensonge. Donc, c'est très inquiétant. Ce que je pense aussi extrêmement inquiétant, parce que là, vous avez cité beaucoup de médecins, et moi, je pense qu'il faudrait que les professions diverses et variées reprennent en main leur déontologie. C'est le glissement qu'il y a eu sur toutes les déontologies. C'est-à-dire qu'on a clairement demandé, par exemple, aux médecins de ne pas soigner, d'envoyer des gens chez eux avec du Doliprane. On leur a demandé de ne pas faire ce qu'ils devaient faire en conscience. C'est leur profession, ils doivent soigner. C'est le serment d'Hippocrate, ils doivent soigner. Donc, on leur demande de ne pas faire ce qu'ils doivent faire, et on leur demande de faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, et ça a été pour énormément de professions. On peut prendre les psys, c'est pareil. C'est extrêmement problématique tout ça, et je pense que les soignants qui ont respecté à la lettre leur déontologie effectivement, se sont raccrochés à quelque chose de solide. Mais tout le reste a glissé. C'est-à-dire que nous, les psys, on n'est pas là pour manipuler la population, ni aider à manipuler. On est là, les diagnostics, puisqu'on utilise maintenant beaucoup de psychiatrisation des opposants, en psychologie ou en psychiatrie, les diagnostics ne sont pas là pour stigmatiser des gens. Ils sont là pour avoir une réflexion pour soi-même ou entre collègues si on travaille à l'institution, pour savoir comment aider au mieux la personne. C'est quand même très différent. On n'est pas du tout dans le même usage du diagnostic. Et on sait très bien que ces diagnostics sont nécessairement imparfaits et que ce sont ces sortes de catégories qu'on doit toujours prendre avec nuance et circonspection. Or là, on peut se faire traiter de paranoïaque, de tout ça, et quand aussi que je sois bien comprise, quand moi je parle de perversion et de paranoïa au pouvoir, je ne suis pas en train de cibler des personnes, je cible des processus et effectivement même des tendances dans lesquelles le pouvoir va mettre des profils qui pouvaient être fragiles. Donc tout ça, parce que des fois on me demande, il faut diagnostiquer un tel ou un tel, mais nous on ne peut pas faire un diagnostic, ça ne rencontre pas suffisamment la personne, et aussi à quoi va-t-il servir ce diagnostic? On doit se poser cette question. Il ne peut pas servir à stigmatiser des gens. Donc oui. On voit bien que là il y a des glissements déontologiques, et je pense que il y a eu des exemples, des intimidations extrêmement sauvages. Ce sont des exemples qui sont faits pour que, par exemple, les médecins n'aient pas l'idée quand même de se rebeller. Il y a des passages à l'acte d'intimidation et de représailles. Et je dois dire que c'est éprouvant pour beaucoup la violence de ce qui est vécu depuis plus de 2 ans. Et que c'est totalement anormal, voilà. Dans un contexte qui se disait démocratique, on ne peut pas traiter des désaccords d'idées de cette façon. Voilà. Alors, je voudrais qu'on aborde 2-3 dernières questions là-dessus aussi. Je voulais absolument en parler avec vous.
Je parlais tout à l'heure de la responsabilité, justement. Est-ce qu'il n'y a pas, Ariane, tout de même, une responsabilité des citoyens dans ce que nous vivons aujourd'hui? Quand vous faites ce que j'appelle l'autruche et que vous ne voulez pas voir, vous partez du principe, du postulat simple que l'État est là pour vous protéger, préserver vos intérêts, protéger votre santé. Mais à un moment donné, le boulot aussi d'un individu, quel qu'il soit, c'est d'être citoyen et d'avoir un esprit critique. Donc, on pourra aussi me dire effectivement qu'il y a un effondrement de l'école, mais je pense que nous connaissons tous des gens qui ont un bon niveau socioculturel et qui, manifestement, nous ont servi une soupe extrêmement amère et débilitante pendant des mois et des mois. Il y a aussi une volonté des citoyens, au moment donné, de plus s'intéresser, de faire confiance, d'être traînés comme ça, à jouer un peu au Colin Maillard de la crise sanitaire et se laisser aller comme ça. Et il y a une responsabilité aussi des citoyens, non? Alors, c'est une question très, très complexe sur laquelle je suis en train de réfléchir et avec Virginie Desharroux-Recchia, elle aussi, hein, qui a subi un harcèlement absolument inouï. Parce que je crois que c'est une question que nous devons mettre au travail dès aujourd'hui. Je fais partie des personnes qui sont convaincues que nous ne pouvons pas faire l'économie à un moment donné de nous poser, si un jour nous survivons à tout cela, ou en tout cas en tant que société, pour reposer les bases du droit et pour définir justement les responsabilités et les culpabilités. Moi, je ne crois pas à la grande réconciliation nationale avec des bourreaux qui n'ont pas reconnu les dommages causés, qui ne demandent pas pardon et qui avaient des responsabilités précisément, qu'elles soient politiques, médicales, institutionnelles, et qui n'ont pas été à la hauteur des responsabilités qu'ils avaient. Ça, je pense que c'est très important de passer par cette case-là. Mais cette case-là, elle suppose de définir des critères. Alors, du point de vue de la psychologie, on peut tout expliquer. La psychologie, c'est sûr. Donc, si on parle de manipulation de masse, effectivement, pourquoi les gens réagissent comme ça? Parce qu'ils sont manipulés. Alors, allons plus loin. Donc, ils sont manipulés, mais en attendant, donc ça en fait des victimes de ce point de vue-là. Mais dans le même temps, en tant qu'adultes, nous sommes responsables. C'est-à-dire que moi, l'exemple que je prends, qui est un exemple très simple, vous avez deux parents, vous en avez un qui cogne en permanence sur l'enfant, l'autre parent peut être terrorisé par la brutalité du premier, il n'en reste pas moins qu'il est responsable de la protection de l'enfant. Donc, effectivement, il peut y avoir des circonstances atténuantes parce que ce parent se fait cogner aussi en permanence, mais entre le parent et l'enfant, il y a une responsabilité. Donc, en tant qu'adulte, justement, la grande différence entre les enfants et nous, c'est que nous sommes responsables de nos actes. Donc, nous sommes responsables de nos intentions. Donc, je crois qu'il y a déjà deux critères que nous avons commencé à faire ressortir de culpabilité qui sont l'intention de nuire, c'est-à-dire est-ce que la personne savait ce qu'elle faisait, parce qu'on a entraîné quand même beaucoup les citoyens dans des passages à l'acte, et est-ce qu'elle avait, elle avait conscience de la conséquence de ses actes sur autrui. Mais dans le même temps, il y a aussi, de fait, une responsabilité, on l'avait dit, hein, pour Eichmann, on ne peut pas dire « je ne savais pas, je me limite à mon action dans mon périmètre de 1 mètre carré, je ne veux pas connaître les conséquences, etc. » En tant qu'adulte, on a aussi cette… Donc, c'est une question très compliquée parce qu'on doit aussi prendre en compte les responsabilités professionnelles, par exemple, de certains, qui les rend plus responsables que d'autres à un certain moment. On doit prendre en compte les injonctions contradictoires dans lesquelles sont pris les individus, c'est-à-dire est-ce qu'on les menace de leur quitter leur travail s'ils n'obtempèrent pas à telle ou telle chose? Alors oui, il y a un devoir de désobéissance, mais aussi on peut comprendre que la personne elle a besoin de nourrir ses enfants. Donc toutes ces situations complexes, je pense qu'il faut les poser avec nuance, et c'est de voir précisément à quel endroit nous pourrions réfléchir à un curseur. Mais il est évident qu'en fait, il y a toute une masse de la population qui est à la fois victime et coupable. Donc, c'est la tragédie du problème. Il y a des victimes intégrales, il y a des coupables intégraux, donc ceux qui ont vraiment le plan machiavélique en tête. Et au milieu, nous avons une catégorie de population alors, qui sont plus ou moins coupables, plus ou moins victimes. Et tout ça, il va falloir le détricoter, essayer de réfléchir. Et vraiment, j'invite les bonnes volontés à commencer à réfléchir à ça, parce que nous ne pouvons pas avoir un traitement arbitraire de ce qui s'est passé. Et l'arbitraire serait par exemple de dire bon, ils étaient tous victimes, donc on leur pardonne tous. Oui, mais sauf que si on a eu des propos haineux, qu'on a encouragé des passages à l'acte haineux sur quelqu'un, on ne peut pas simplement être exonéré en disant bah, j'étais victime d'une manipulation sectaire du gouvernement. Et de la même façon, on ne peut pas
dire toutes les personnes étaient coupables, puisqu'il y a quand même ce contexte. Donc, il faut regarder au cas par cas. Et c'est très compliqué. Et je crois que ça aussi, c'est important. On ne peut pas forcément avoir des réponses simples à des questions aussi complexes. Et on est à mi-chemin entre la philosophie, la psychologie et le droit. Et donc, ça nécessite de réfléchir de façon profonde. Oui, alors vous avez raison hein, de le présenter comme ça parce que c'est complexe, vous avez entièrement raison, mais par exemple sur la part notamment de toutes les décisions qui ont été prises par Conseil de défense qui ne sont pas passées devant le Parlement, pas du tout, tout a été fait dans le secret du Conseil de défense, du bunker, bien entendu. Regardez le nombre de Français par exemple qui se sont fait, qui ont accepté l'injection simplement pour aller au resto, aller boire un coup à la boîte de nuit. Concrètement, ces gens-là sont sortis du cadre de citoyens pour faire valoir leur petit bien-être quotidien sans se rendre compte, je le pense concrètement, de ce que ça a impliqué à l'échelle d'une nation, ce que ça a impliqué. Donc là aussi, c'est pour ça que moi je pense qu'il y a eu un effondrement et qui n'est pas depuis le Covid, hein, qui est là depuis 30 ans. Vous avez parlé des écrans, il faut les relire Michel Desmurger sur les écrans, enfin sur tous ces gens-là, même Philippe Murray aussi, peut-être ça paraît intéressant, mais je veux dire, il y a un abrutissement généralisé de la population qui a peut-être aussi amené à ce que des gens, juste pour aller boire des Moritos ou des Moscow Mule, se fassent injecter 4 fois juste pour aller au bar parce qu'ils auraient un passe vaccinal. Donc ça, c'est des questions effectivement qui sont complexes. Mais je vois quand même une responsabilité individuelle forte et lourde à l'échelle d'une nation. Voilà. Pour ce que ça a engagé des choses qui sont irréversibles. Bien sûr. Bien sûr. Alors, traumatique pour l'ensemble de la population de toute façon, et dont on va avoir énormément de mal à se remettre. Et ce, alors que nous ne pouvons toujours pas nous en remettre, puisque les discours manipulateurs ne cessent de s'empiler. Exactement. Et en tout cas, on n'est pas sorti des ronces. Une dernière question, Ariane. Je vous remercie en tout cas d'être là hein, pour ce livre-là, Le débat interdit, langage, Covid et totalitarisme. Ariane Billeran, Vincent Pavant. Pour ce livre chez Guy Trédaniel, bien entendu. Et heureusement que cet éditeur a eu le courage, bien sûr, de sortir ce livre. C'est toujours de plus en plus compliqué. Regardez-nous, on est censuré de partout. YouTube, Facebook, Twitter, enfin un peu partout. Et on est traité de conspirationnistes et de complotistes par Conspiracy Watch et Libération. Ça me fait vraiment une belle jambe, chers amis. Dernière question, chère Ariane. Est-ce que la situation en Chine aujourd'hui est-elle pour vous un espoir peut-être de voir s'ébrécher l'un des plus grands et plus puissants totalitarismes concernant les confinements à répétition? C'est même pas fait un confinement perpétuel et permanent, c'est même pas répétition. Est-ce que ça vous inspire de l'espoir, vous pensez que c'est juste une petite jacquerie qui va être vite maîtrisée? C'est difficile à dire, c'est quand même très difficile à dire. Je pense que la problématique, c'est aussi pour le pouvoir qui est loin d'être innocent, encore une fois, des techniques de manipulation, et ce, depuis l'Antiquité, je veux dire. Simplement, elles se sont perfectionnées. Le fait de pousser des gens au désespoir et à l'insurrection est aussi un motif de répression. Donc, je pense que c'est une issue, effectivement, je crois que c'est Michel Maffesoli qui en parle, hein, qui est assez inévitable, mais je suis pas, pour l'instant, je suis pas en mesure de répondre vraiment à cette question. Il faut regarder, observer, mais à terme, le discours, enfin la conceptualisation du monde de ce totalitarisme théorique déjà, hein, qui existe en théorie dans les discours, encore une fois, de Schwab ou d'Harari, n'est pas viable. Enfin, il est contre nature. Il est contre nature, il nie complètement notre dimension d'être vivant, d'être incarné, d'être moraux, métaphysiques, sociaux, enfin politiques. Enracinés, vivant dans des territoires bien propres, oui. Voilà, donc je pense que de toute façon, c'est comme toujours, à partir du moment où on veut enfermer le vivant et le contrôler de cette façon, c'est voué à l'échec. Mais en attendant, c'est voué à l'échec, mais combien de destructions avant? Et tout ceci dépend encore une fois de l'adhésion des masses, de l'adhésion des masses et de ces substitutions idéologiques. Donc c'est vrai que c'est très important que les gens gardent l'esprit critique sur d'où vient l'information, qui la relaye, comment elle est structurée, au lieu de se laisser embarquer dans l'émotion,
de c'est terrible, parce que là c'est très facile avec encore une fois ce kaléidoscope idéologique, on s'est très facilement embarqué dans une émotion à un moment donné, c'est terrible, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est toujours ça, c'est toujours des mises en scène avec des images terribles destinées à susciter l'émotion. Les Grecs anciens le savaient très bien, ils envoyaient les citoyens au théâtre pour purger les émotions tragiques, c'est-à-dire la culpabilité, la crainte et la pitié, enfin l'empathie et la terreur, quoi, parce qu'il fallait purger ça pour pouvoir revenir à un raisonnement. Et on n'a plus ces espaces intermédiaires. D'ailleurs, l'art est complètement aujourd'hui soumis. Les artistes sont soumis, la plupart. Donc on n'est plus du tout dans quelque chose de très contestataire qui permettrait d'évacuer ces émotions pour revenir à quelque chose de rationnel. Et sur le plan rationnel, justement, je crois que c'est totalement contre nature. À partir du moment où c'est contre notre nature, ça échouera. Mais avec combien de destruction, combien de dégâts avant? C'est un système qui s'autodétruit de toute façon. Le totalitarisme est toujours un système qui s'autodétruit. Mais en tout cas, on verra bien. En tout cas, et oui, une dernière question. On aurait bien d'en parler. Il faut absolument qu'on en parle. Les médias. Quel a été le rôle? Dernière question. Le rôle des médias. Bon, vous avez un peu abordé la question, bien entendu. Est-ce que le rôle des médias, concrètement, pour être très clair avec vous, est-ce qu'il a été central comme outil de propagande pour convertir les masses, pour les soumettre et pour les endoctriner à une espèce de doxa sanitaire qui s'est révélée être absolument dévastatrice? Oui. Absolument. Et là, je vais renvoyer les gens. On va publier les actes des colloques que nous avons tenus sur la corruption et la fraude dans la crise Covid depuis 2020 en septembre. Et Laurent Micheli a écrit un magnifique article sur cette question, démontrant en fait la responsabilité, pour le coup, il y a une responsabilité d'une grande majorité des médias dans le relais de ces discours idéologiques. Bon, mais en tout cas, Ariane Bignoran, nous regarderons bien entendu ça. Allez lire ce livre, bien entendu, Le débat interdit. Et vous pouvez, bien sûr, suivre sur les réseaux, sur Internet. Vous avez un site, et puis alors en lecture, vous allez remplir votre bibliothèque avec les livres de Ariane Bignoran. C'est sûr et certain. En tout cas, merci beaucoup, Ariane, d'avoir accepté de répondre longuement à mes questions dans ce grand entretien. Moi, je suis très content de vous avoir reçu. Donc, nous recevons demain Florian Philippot, bien entendu, pour nous parler de l'affaire McKinsey-Macron, et nous recevrons d'ailleurs Édouard Chano jeudi pour parler de ça. C'est l'empire Netflix, l'empire du divertissement. Je suis persuadé que Ariane Bignoran, ça va vous intéresser, l'empire du divertissement de Netflix. Voilà, on parle de tout ça cette semaine, et puis allez sur Push Media, faites-nous des dons, aidez-nous, parce que vous savez qu'on subit une censure de plus en plus brutale. Donc n'hésitez pas à nous aider, partagez cette émission au maximum pour déjouer les pronostics des algorithmes. Nous, on se voit très très bientôt, demain soir, mardi 18h, avec Florian Philippot, McKinsey-Macron. Merci Ariane, passez une excellente journée. Merci infiniment pour votre invitation. Ce fut un plaisir. Allez, chers amis, bonne soirée, bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. D'ici là, bye bye, vive la démocratie, bis à YouTube, bis à Twitter, salut, bye.